Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes à l'Executive Education de Sciences Po. On va parler des péchés capitaux du référencement. C'est quelque chose que j'ai demandé à un des intervenants de l'Executive Master, à Vianney Fouque du Parc. Bonjour Vianney, qui est donc un enseignant de l'Executive Master. On va se tutoyer parce qu'on se connaît, on a déjà travaillé ensemble à plusieurs endroits. Donc Vianney, tu interviens dans le master, mais c'est quoi ton métier? Bonjour à tous, bonjour Jean-François. Moi, je suis consultant SEO, donc j'accompagne essentiellement des médias sur leur stratégie de SEO. Donc SEO, c'est la présence sur les moteurs de recherche, principalement Google, la façon dont ils sont exposés et le trafic qu'ils peuvent générer à partir des moteurs de recherche. Alors, la question que j'ai posée à Vianney Fouque du Parc, je lui ai dit, il t'est arrivé de façon répétée de découvrir un site, de découvrir un média numérique et dont on te demande d'améliorer le référencement. Et la question très simple que je lui ai posée, c'est de lui dire, au fond, c'est quoi ton premier regard? Quand tu arrives et que tu regardes, tu n'as pas encore fait le travail, tu n'as pas passé des heures et des heures dessus, qu'est-ce que tu regardes au premier regard? Donc, la slide qu'on va voir, c'est les 5 catégories, les 5 indicateurs que Vianney a choisis. Alors là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui. Hein. Oui, oui. Oui, ce sont 5 points qui sont, pour certains micro et pour d'autres macro, qui vont me permettre en fait d'avoir une vision rapide de la façon dont Google va percevoir un site et de la façon dont le site va se présenter au moteur. Et donc d'essayer de repérer tout de suite les points qui peuvent être bloquants et qu'il faudrait optimiser pour une meilleure présence sur les moteurs de recherche. Alors, on regarde les points ensemble et évidemment, c'est l'œil du professionnel qui dit « je regarde cela, c'est important ». Donc, le premier point, c'est le nombre de pages indexées. C'est la première chose que tu regardes. C'est la première chose parce que, évidemment, si on veut être présent sur les moteurs, il faut que les moteurs puissent indexer un site. Et on sait que Google indexe des centaines de milliers de milliards de pages, c'est énorme, il y en a beaucoup. Il faut qu'ils puissent indexer un site précis et qu'ils puissent accéder en fait au contenu facilement pour le comprendre dans cette perspective de l'indexation. Donc c'est le premier point. Si Google n'arrive pas à indexer un site, on ne pourra pas générer de trafic à partir des moteurs de recherche. Et le fait qu'il y ait beaucoup ou peu de pages indexées, c'est quelque chose qui produit une impression immédiate? Ça me donne une idée en fait de la surface de l'inventaire d'un site, bien sûr. Et puis ensuite, après, ça permet de voir par rapport à l'inventaire réel du site, est-ce que Google arrive à tout indexer ou pas? C'est-à-dire qu'il y a des sites qui produisent des pages, qui les mettent en ligne, et puis en fait, Google reste aveugle à leurs efforts. Ce sont des choses que tu as vues. Absolument, absolument. Donc c'est pour ça qu'un site doit en fait décider de ce qu'il va présenter au moteur en vue d'être indexé, de ce qu'il ne veut pas être indexé. Et il faut s'assurer en fait que Google indexe bien ce qu'on veut qu'il indexe. OK. Alors le deuxième critère, c'est un critère qui balaye plus large, donc c'est la présentation et le contenu de la home. Alors on a mis 2 homes là. Quand tu regardes une home, c'est quoi l'œil du professionnel? Donc, ça va être 5 points vraiment principaux. Le premier, c'est qu'est-ce que le site expose sur sa home. L'exposition en fait, des contenus sur la home d'un site, c'est un élément qui est vraiment important parce que c'est ce qu'on montre aux utilisateurs et c'est ce qu'on montre au moteur. Et le moteur, en fait, va indexer en fonction de ce qu'on lui montre. Et à la fois la hiérarchie des contenus sur la home, le nombre de contenus qui sont présentés, la fraîcheur de ces contenus va être un élément qui est vraiment important. Mais quand tu dis le lecteur et Google, Google a le même œil, le même regard, tu penses qu'il balaye de la même façon qu'un internaute? Google essaye toujours de se mettre dans la peau d'un internaute pour voir si l'internaute aurait une vision claire de ce que propose le site, si l'internaute peut accéder facilement à des contenus. Donc, tout ça, ça va être… Et
Google essaye vraiment, il nous le montre de plein de façons différentes, il essaye vraiment de reproduire l'expérience de l'internaute quand il vient visiter un site. Tu as mis le mot exposition de l'inventaire, maillage. Ça veut dire quoi en l'occurrence? Donc, l'exposition de l'inventaire, ça va être le nombre de contenus qui sont présentés sur la home et la fraîcheur de ces contenus par rapport à ce qui est produit. Et le maillage, ça va être tous les liens qui vont permettre de rentrer à l'intérieur du site, voir les contenus qui sont exposés, même plus profondément, rentrer dans l'arborescence d'un site, dans les contenus en profondeur. Alors, on reste toujours sur tes critères. Qui prend la parole? C'est le site. Quand tu dis qui prend la parole, c'est quoi? C'est ça, c'est important. C'est un des critères qu'évalue Google, la façon dont l'internaute peut être rassuré quand il arrive sur un site, savoir qui prend la parole, quel est l'auteur de ce contenu, quelle est la performance du site en termes de qualité. Et donc, il faut que ça soit exposé de façon claire et évidente pour ne pas risquer de tromper l'internaute. Google a peur d'être lui-même trompé et donc il va rechercher tous les signaux qui permettent de comprendre qui prend la parole, est-ce que c'est une parole de qualité. C'est-à-dire, il y a ce mot anglais, là, authorship, c'est-à-dire Google cherche qui est l'auteur et il y a intérêt à lui montrer de façon transparente et directe, c'est ça? Absolument, absolument. Il y a à la fois la marque au niveau global du site et puis ensuite au niveau des contenus, on va en parler tout à l'heure. Mais à chaque fois qu'il y a une prise de parole, il faut qu'elle soit bien mise en avant, bien exposée, de façon à rassurer le lecteur qui va arriver sur le site. Et c'est-à-dire, tu es partisan de mettre la signature sur l'appel du contenu sur la home, toi? Alors, sur la home, la signature de l'auteur d'un contenu, ce n'est pas forcément nécessaire de la mettre sur la home. Par contre, à partir de la home, il faut qu'on puisse accéder facilement, par exemple, à la présentation d'une rédaction, si on est sur un média, qu'on puisse comprendre facilement qui prend la parole. OK. Engagement, il faut le comprendre comment? Alors, l'engagement, il faut le comprendre dans le sens d'inciter l'internaute à aller cliquer et à rentrer à l'intérieur du site, s'engager à visiter les contenus. On peut très bien présenter des contenus sur une home d'une façon qui n'est pas du tout engageante et du coup, l'utilisateur va rester statique et va repartir. Et Google va essayer de mesurer en fait cette capacité à engager l'internaute, à le faire rentrer à l'intérieur du site, à le faire consulter les contenus. Ça va rentrer en compte dans les critères en fait, d'indexation des contenus. OK. Et la technique et les performances d'affichage, c'est spécifique sur la home, là? Alors, c'est sur l'ensemble du site, mais sur la home, on a déjà vraiment une idée en fait, de la performance d'affichage de la page. Quand on clique sur un lien dans le moteur de recherche, qu'on arrive sur un site, on va voir le temps que met cette page à s'afficher, ça peut être rédhibitoire. Et aujourd'hui, plus que jamais, Google va insister énormément sur la qualité de l'affichage, la performance de l'affichage, et ça devient un critère majeur pour le SEO. Et donc, dès que j'arrive sur un nouveau site, c'est la première chose, la première impression va compter énormément. OK. Troisième, donc tu parles du contrôle visuel du site. Alors là, il y a un certain nombre de critères, mais contrôle visuel, c'est-à-dire c'est toi à l'œil nu. Tu regardes le site et tu te fais, par une opinion, mais en tout cas, tu as un premier niveau de réaction qui peut être assez fort. Oui, c'est vrai. Avec l'expérience, en fait, je vais essayer d'aller repérer très rapidement quelques points qui, pour moi, sont clés dans l'optimisation pour les moteurs de recherche, de façon à avoir une vision très claire de la façon dont Google va percevoir le site. Donc là, on rentre déjà dans des aspects un peu techniques, mais à la fois éditoriaux et techniques. Donc, je vais me promener rapidement, la home page, et puis rentrer un peu sur quelques pages, pour avoir une idée très vite fait de ces 5 points. Le premier qui est plutôt sémantique, c'est comment sont titrées les pages, quel est le choix des mots, et donc en fonction de l'orientation de l'objectif du site, on va très vite voir si les bons mots-clés sont utilisés. Je vais regarder aussi quelques contenus, donc voir la qualité des textes, la qualité des contenus, est-ce qu'ils sont longs, est-ce qu'ils sont courts, est-ce qu'ils sont travaillés, est-ce qu'ils sont approfondis ou pas. Donc, deuxième critère. Oui, mais en l'occurrence, là, on rentre dans de la sémantique, en tout cas dans du langage. C'est-à-dire, toi, tu es attentif,
les mots-clés parce qu'ils sont repérés, mais tu es attentif, disons, à la richesse sémantique, à la diversité des mots, ou à l'accessibilité. Enfin, Ouais, j'essaie de me mettre dans la peau d'un utilisateur, en fait, qui arriverait sur le site avec un souhait de s'informer ou de rechercher une information, de rechercher avec une intention de recherche au départ. Est-ce que ce qui est proposé en termes de sémantique répond? Est-ce que c'est facile à comprendre? Est-ce que c'est facile à interpréter? Est-ce que ça répond rapidement ou pas? Et est-ce que ça donne une idée de la qualité, en fait, de la proposition éditoriale qui est faite sur le site? Le mot longueur, comment alors allons-y, il faut être long, il faut être court. Dans ce domaine-là, c'est quoi? Moi, je suis normand, donc je veux dire peut-être bien que oui, que bien que non, mais il faut une longueur qui soit ajustée en fait à la réponse, à la requête qui est faite. Si on fait une brève pour annoncer un événement très rapidement, là, c'est court, c'est incisif, on a l'information. Par contre, si on a un article d'analyse plus approfondi, la longueur va être plus importante. Et du coup, on va travailler une surface sémantique, une densité sémantique qui va donner aussi des signaux au moteur pour montrer qu'on a un travail de qualité. Donc, la longueur, pour moi, c'est jamais un frein si elle est ajustée en fait à la qualité du contenu qui est proposé. C'est-à-dire que littéralement, si c'est un article d'analyse et qu'il tient en 2 paragraphes, toi, tu penses que Google va se dire c'est pas forcément ça, alors que Google n'aura pas peur d'un article d'analyse très long et très fouillé. Ouais. Absolument, absolument. On a vraiment, et la réponse, la promesse du titre doit être tenue dans le contenu. Et donc, si on a une promesse d'analyse approfondie et qu'on n'a que 2 paragraphes, l'internaute va le voir tout de suite et ça va pas répondre à l'attente. C'est quoi la prime au contenu visible? Alors, c'est quoi des contenus visibles pour toi? Alors, c'est des sites qui vont avoir la recherche d'avoir des contenus qui doivent être affichés en cliquant, des onglets, des éléments qui sont masqués et quand on clique, ils s'affichent, etc. Tous ces éléments-là vont demander une interaction avec la page qui n'est pas garantie de la part de l'utilisateur. Et du coup, tous les contenus qui ne sont pas aisément visibles à l'œil nu dès qu'on arrive sur une page seront minimisés par le moteur parce que minimisés par l'auteur du site lui-même. Donc, Google s'ajuste en fait à la proposition qui est faite. Et donc, alors, il faut trouver un juste équilibre en fait entre ce qu'on affiche et ce qu'on n'affiche pas. Et ça va être aussi la prime au contenu visible sur la partie haute, la première expérience qu'on a en arrivant sur une page. Est-ce qu'elle répond à l'attente? Et là aussi, ce sont les contenus qui sont exposés à l'utilisateur qui vont être très importants. Ok. Et donc, ça, c'est une chose que tu regardes, c'est-à-dire littéralement, est-ce qu'ils ont replié des morceaux de la page et toi, tu penses que Google, si on cache des morceaux et qu'il faut, par une action concrète, les révéler, qu'au bout du compte, Google finit par trouver ça, en tout cas, pénalise le site en question. Oui, absolument. Et aussi la partie haute, quand on arrive sur la page, s'il y a un énorme pavé de publicité, il y a des éléments qui ne sont pas en lien direct avec le contenu proposé dans la page, l'utilisateur risque d'être perdu et de repartir avant même d'avoir lu le contenu qu'il venait chercher. Donc là, il y a un élément qui est important, la prime au contenu visible, la prime à ce qu'on va présenter en lien avec le contenu véritable de la page. Alors, on passe de contenu visible à les contenus enrichis. Qu'est-ce que tu contrôles? C'est quoi les contenus enrichis? D'abord, définition, et qu'est-ce que tu regardes quand tu les regardes? Alors, si je prends l'exemple d'un article de médias, il y a le texte, et à l'intérieur du texte, on va avoir des propositions d'images, de vidéos, d'infographies, qui peuvent être aussi des propositions de tweets ou de posts Facebook, etc. Donc, tous ces éléments d'enrichissement vont apporter une qualité supplémentaire au contenu éditorial en donnant des éléments complémentaires à la source écrite. Et le choix de ces éléments-là, la façon de les intégrer, leur provenance vont être des éléments qui vont donner des indications sur la qualité globale du contenu et la façon dont Google va le percevoir. Et enrichir un contenu éditorial avec des vidéos, des images, des infographies, si ce n'est pas fait à bon escient, ça peut être pénalisant. Et donc, il y a un juste équilibre à trouver qui va être important à travailler. Et ça va participer à la note globale de qualité d'un contenu. Il y a toujours ce mot qualité. Toi, tu penses que Google
peu importe si Google utilise le terme ou pas, mais toi, tu penses que Google est un référenceur qui est en quête de qualité, qu'il a des critères de qualité quand il regarde une page. La qualité pour Google, c'est essentiel parce que s'il propose à l'internaute des contenus de faible qualité, l'internaute va finir par abandonner Google et aller utiliser un autre moteur. Donc Google est tenu en fait de chercher le meilleur quelque part sur le web pour le proposer en réponse à une requête d'un internaute. Donc la qualité sous tous les angles, la qualité éditoriale, technique, d'affichage, tout va compter et va être mesuré justement par l'ensemble des critères de ranking de Google. Et c'est un élément qui est de plus en plus important, qui est stratégique pour Google, pour maintenir ses utilisateurs, pour les faire revenir. Et du coup, ça joue avec les 3 derniers points qui sont l'expertise, l'autorité et la confiance, qui sont des critères qui ont été énormément travaillés par Google et qui ne sont pas forcément évidents à évaluer par le biais d'un algorithme. Mais Google a développé tout un ensemble de critères qui vont permettre de visualiser, d'évaluer en fait l'expertise du média qui prend la parole, son autorité à prendre la parole sur un sujet et la confiance qu'on peut accorder au contenu qu'il propose. Et ça, à partir de là, il y a tout un ensemble de critères algorithmiques qui vont être mis en œuvre et qui vont permettre de noter en fait le site lui-même et l'ensemble des contenus qu'il propose sur ce plan-là, de façon, lorsqu'on a une information avec plusieurs concurrents qui proposent la même information, laquelle Google va-t-il mettre en premier? Ça va être celle qui répond le mieux à tous ces critères-là. Donc de qualité. Okay. Tu penses que la marque, elle fait partie de ce package des 3 mots là? Sans aucun doute, sans aucun doute. Bien sûr. La marque, c'est quelque chose qui se construit justement, et qui se construit au cours du temps, mais il est beaucoup plus facile d'être exposé quand on a une marque de confiance, une marque qui est connue, et c'est un élément qui est important. À tel point que Google est en train de développer des compléments dans les pages de résultats qui vont arriver bientôt en France en courant 2022, qui permettront d'avoir des informations complémentaires sur un résultat, qui vont nous donner des informations sur qui prend la parole. Ah, d'accord. Ça, c'est pour 2022. Courant 2022, oui. Courant 2022. Mais c'est déjà sur les sites, enfin, sur la version américaine, par exemple? Oui, oui, c'est déjà prêt. OK. 4e point, les fondamentaux. Alors, il y a beaucoup de critères. Mais allons-y, rentrons dans le dur. C'est quoi les fondamentaux, en l'occurrence, un article pour toi? Tu as listé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, on y va. 7 points. Donc, c'est des éléments en fait, que je peux évaluer rapidement visuellement, sans utiliser des outils. Très rapidement, je peux avoir une idée assez claire sur ces points-là qui vont me donner des informations sur la qualité SEO au sens large d'un contenu, à la fois technique et éditorial. Le premier point, c'est l'intégration HTML. Très rapidement, je vais regarder le code HTML d'une page et je vais regarder aussi si certaines balises importantes sont présentes, comment est structuré le code HTML, etc. Une vision très rapide qui peut me permettre de déterminer déjà si ça va être un code HTML qui va être facile à interpréter par les moteurs ou pas. Et ça, tu peux le faire à l'œil nu. Il ne faut pas faire venir utiliser des outils spécifiques. Alors, je me fais une première impression à l'œil nu, et puis ensuite, bien sûr, je vais utiliser un crawler, par exemple, pour aller analyser plus en profondeur et de façon plus systématique. Mais on peut déjà évaluer des points très, très rapidement en regardant le code HTML. C'est-à-dire, si je reprends ton cours ici à l'Executive Master, où tu leur dis regardez la balise title, regardez la balise H1, regardez la balise H2, c'est ce que tu fais à l'œil nu, c'est ça? Exactement. Exactement, la balise canonical, etc. Et ce qui est en lien avec le deuxième point, l'accessibilité pour les bots, il peut y avoir des balises qui bloquent les robots. Par exemple, une information no index dans une page qui dit à Google n'indexe pas une page. Donc, on va vérifier ça aussi rapidement dans le code HTML d'une page. OK. Les prérequis pour les articles de médias, c'est quoi? Donc là, il y a un ensemble de prérequis qui ont été communiqués par Google, notamment en lien avec l'indexation dans Google Actualités, qui sont importants. C'est bien sûr la présence d'un titre, d'une image, l'authorship dont tu parlais tout à l'heure, donc la signature, qui est un élément qui est important, l'horodatage, la date de publication et la date de mise à jour,
Et ensuite, la structuration du contenu, la présence peut-être de données structurées, qui sont un data layer qui va être présent dans le code source de la page, qui apporte des informations aussi sur les données de la page. Donc, tout un ensemble d'éléments qu'on peut évaluer très rapidement visuellement pour voir s'ils sont présents ou pas. Et là, il faut qu'ils soient tous présents. Il n'y a pas d'exception. Alors, il y a des éléments qui sont bloquants, d'autres qui le sont moins. Mais par contre, comme on est dans une perspective d'optimisation pour les moteurs, ben, plus ils sont présents et mieux ils sont travaillés, plus on aura de chances d'être bien indexés, d'être bien exposés par Google. OK. Les performances d'affichage, là, tu regardes quoi? Alors là, je reviens vraiment à des performances. On va les voir dans le point suivant sur notamment l'utilisation d'outils comme PageSpeed Insight. Oui. C'est d'abord un contrôle visuel. Quand j'affiche la page, est-ce qu'elle s'affiche très rapidement, de façon très fluide? Est-ce que tous les éléments arrivent très rapidement ou pas? Est-ce qu'il y a des mouvements dans l'affichage, etc. Donc ça, c'est une qualité d'affichage qui est un des éléments clés, vraiment qui prend un poids de plus en plus important, toujours dans la perspective où Google a besoin d'envoyer l'utilisateur vers quelque chose d'agréable, d'efficace et de rapide. Cette première impression, tu la regardes sur un laptop ou tu la regardes sur un mobile? Alors, souvent, je travaille d'abord sur le laptop, mais très rapidement, je vais sur le mobile, puisque c'est aujourd'hui 70 à 80, voire plus % du trafic d'acquisition du site. Donc, c'est un point, ce que tu soulignes, qui est vraiment très, très important. Dans le cadre de l'évaluation d'un site et dans le cadre des développements pour un site, si on fait tout pour l'écran laptop, on passe à côté de quelque chose d'important. Et tous les critères de performance d'affichage développés par Google aujourd'hui sont d'abord présentés sur le plan mobile et après sur le plan desktop. OK. Sémantique et qualité du contenu. Donc, là, je reviens un peu au point qu'on regardait tout à l'heure, mais du coup, sur un article unique, là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Regardez la longueur du titre, par exemple, le choix des mots-clés, la position des mots à l'intérieur d'un titre. Donc, ça va au-delà de la sémantique, c'est vraiment la qualité de mettre en œuvre cette sémantique qui va être importante. Ce n'est pas tout de choisir les bons mots-clés, encore faut-il les utiliser de façon pertinente. Et déjà, il faut bien utiliser les bons mots-clés. Donc, c'est un élément qui est important. Donc, là aussi, visuellement, je vais essayer de me faire une idée de la cohérence du titre par rapport au contenu, du choix des mots présents dans le titre et présents à l'intérieur du contenu, et de la structuration du contenu lui-même, comment il est organisé, comment il est travaillé, comment est organisée l'information à l'intérieur d'un contenu. Ça a beaucoup de poids également. C'est vrai ce qu'on raconte sur le fait qu'il y a une longueur maximale pour un titre? Alors, il n'y a pas de longueur arbitraire obligatoire. Google avait communiqué il y a quelques années sur la présence de 22 mots maximum à l'intérieur d'un titre, et ça avait à l'époque un point bloquant sur l'indication dans Google Actualité. Aujourd'hui, on n'a plus cette communication-là de façon aussi précise, mais il reste un fait en fait que Google va afficher dans ses pages de résultats un titre limité en longueur, et donc il faut travailler le titre de façon cohérente. Il ne faut pas se limiter à cette longueur d'affichage, mais il faut que ce qui est affiché dans cette partie affichée par les moteurs soit suffisamment cohérent. D'où le choix de la position des mots à l'intérieur d'un titre, etc. C'est-à-dire il vaut mieux mettre les mots importants au début. Oui, et la longueur à laquelle tu faisais référence dans un titre, ça va avoir un impact sur le taux de clic. Plus un titre est long, plus il peut être difficile à comprendre dans un premier instant, en un instant. Et donc, la longueur va jouer sur l'engagement à cliquer, à venir lire un article. Page quality, qu'est-ce que ça désigne dans cette approche? Alors là, c'est très, très macro. Je l'ai indiqué parce que c'est dans la communication de Google aujourd'hui quelque chose qui revient de plus en plus, qui est de plus en plus mis en avant, qui regroupe tout un ensemble de critères à la fois techniques et sémantiques et éditoriaux, mais qui sont en fait tous les plans justement par lesquels Google va essayer d'évaluer la qualité d'un contenu et d'un site. Et c'est aujourd'hui, dans le discours de Google, quelque chose qui est de plus en plus mis en avant et qui est de plus en plus fort. Google avait beaucoup insisté sur les critères qu'on appelait expertise, autorité et trust et confiance, mais aujourd'hui, il va
d'une façon encore plus macro, en intégrant notamment toutes les questions de performance d'affichage, de performance de qualité de l'affichage. Donc, c'est dans l'évaluation de la qualité des résultats proposés dans le moteur, tout ce que Google va mettre de ce côté-là. Donc, ça reste une approche, pour moi, qui est très subjective quand j'arrive sur un site, mais j'essaye d'avoir cette vision globale. Est-ce que je suis sur une page de qualité? Sur le dernier point, honte au master, parce qu'il y a une faute d'orthographe, et ce n'est pas le genre de la maison. Réponse à l'intention, TION normalement à la fin. Je suis responsable et j'assume. Donc, c'est quoi la réponse à l'intention de recherche? C'est là aussi quelque chose qui est très, très important. Quand un internaute fait une recherche, il arrive sur une page, est-ce qu'elle va répondre à ce qu'il venait rechercher? Et c'est quelque chose aussi qui est de plus en plus évalué par Google parce qu'il veut proposer à l'internaute une page qui répond à son intention de recherche. Et donc, il va falloir mettre en œuvre, en fait, mettre en scène le contenu de la page de façon à montrer à l'internaute et donc au moteur qu'elle répond bien à son intention de recherche. Ça va être donc important, ça va jouer sur la position, la taille du titre, l'image principale, la position du texte, qui vient en complément dans l'article. Toute cette organisation-là va avoir un impact, en fait, sur la qualité de l'indexation et l'exposition que Google va donner. Et quand on travaille avec des sites, avec des médias, avec des équipes de développement, quand on fait des refontes, quand on travaille sur la création de nouveaux templates, j'insiste beaucoup sur avoir en tête la réponse qu'on apporte à l'intention d'un internaute quand il arrive sur une page. Et un article d'information, un article d'actualité, il répond à une intention de recherche qui est de s'informer sur un fait, sur une enquête, et ça doit être mis en scène de façon efficace pour engager le lecteur à lire le contenu et bien amener le contenu. Donc, il y a tout un ensemble de critères d'analyse du moteur qui vont permettre d'évaluer ces points-là. Pour toi, ce n'est pas seulement le focus, c'est la présentation du focus. C'est-à-dire, vous faites quelque chose et en même temps, non seulement faites-le, mais montrez-le de telle façon que ce soit visible ce que vous êtes en train de faire sans difficulté. Voilà, c'est ça. Oui. Et en ayant bien en tête, tu parlais du mobile tout à l'heure, hein, la différence entre laptop et mobile. Et en fait, quand on travaille, quand on refond un site, quand on crée un site, il faut vraiment avoir en tête que 70 à 80% de vos utilisateurs seront sur un device mobile et du coup, commencer à travailler la réponse, comment on met en scène cette réponse à l'intention de recherche sur un écran de mobile. Et c'est quelque chose qui est capital et qui est fondamental. Et qui va être évalué par Google à travers tous les critères dont on a parlé, notamment les critères PSI qu'on va évaluer. Alors, on passe aux critères PSI. Alors d'abord, c'est quoi PSI? Il faut le définir et c'est bon. En l'occurrence, ce niveau d'analyse, c'est quoi? Alors, PSI, c'est un outil développé par Google qui s'appelle PageSpeed Insight, qui va permettre d'évaluer la qualité d'affichage et de rapidité d'affichage d'une page donnée. On rentre l'URL de la page et Google va évaluer sur tout un ensemble de critères la rapidité, la qualité d'affichage d'une page. Il va faire aussi appel à travers cet outil à des données qu'il stocke dans une grande base de données qu'on appelle le Chrome UX Report, qui est constitué de toutes les informations que nous, utilisateurs, transmettons à Google de façon anonyme quand on utilise Google. En général, on a validé cette option dans le navigateur et ça permet à Google d'avoir une vision macro en fait, de l'expérience utilisateur, de l'expérience de la vitesse et de la qualité d'affichage des pages. Donc, pour que Google développe un tel outil et le mettre dans les mains des utilisateurs, ça montre bien l'importance qu'il apporte à ces critères-là. Et donc cet outil va nous donner tout un ensemble de métriques qui sont évaluées sur le plan desktop et mobile, donc device laptop, desktop et device mobile, avec des critères très précis qui vont nous permettre d'évaluer la page, est-ce qu'elle répond aux critères attendus par Google. Et là, c'est quelque chose ici d'assez nouveau.
pour Google. Donc, ça fait maintenant 2 ans que cet outil devient de plus en plus important. Mais Google a communiqué en fait sur des critères et des métriques très précises pour évaluer la qualité de ces paramètres-là. On a mis 2 exemples dont on a caché le titre du site d'origine. Donc, il y a dans les critères Google, dans un cas à gauche, réussite, OK, ça marche, et à droite, échec. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Il faut vraiment arriver à satisfaire ces données techniques. Oui. Ce n'est pas forcément des points bloquants pour être affichés sur un résultat, mais dès qu'on est dans un univers concurrentiel, Google a besoin de critères supplémentaires en fait, pour dire à qui il va donner la parole, et les critères de qualité d'affichage sont aujourd'hui des critères majeurs. On a évoqué tout à l'heure les critères de qualité éditoriale, de qualité des contenus, de qualité sémantique, qui sont bien sûr importants, mais ces critères de qualité d'affichage vont être aujourd'hui des critères tout à fait importants. Alors, merci pour tenir l'horaire et pour être très intelligible et très synthétique, mais on va quand même regarder qu'est-ce qui se passe après. C'est-à-dire que quand toi, professionnel, tu as jeté ce premier regard sur un site, en gros, on fait quoi pour aller plus loin? Et ça, on te l'avait demandé, tu as mis 4 références. Alors, c'est quoi ces 4 actions si on veut aller au-delà du regard initial? Donc, premier point, c'est audit et plan d'action. Donc, si on veut vraiment mener une mission SEO, si on veut vraiment prendre en main le SEO d'un site, on ne peut pas faire… il faut vraiment faire un audit. On ne peut pas faire l'impasse de faire un audit pour aller vraiment en profondeur, analyser tous les points importants, à la fois éditoriaux, sémantiques, techniques, de qualité d'affichage, de vitesse d'affichage, etc. Faire un inventaire complet de ces points-là et à partir de là, faire un plan d'action correctif qui va permettre de remettre à niveau le site de façon à ce qu'il soit bien perçu par les moteurs et qu'on ait toutes les chances que l'inventaire soit bien indexé et que Google comprenne que c'est un site de qualité qui mérite d'être exposé. Et c'est en lien avec le deuxième point qui est la veille SEO et le monitoring des objectifs, puisqu'à partir de là, on met en œuvre un plan d'action, mais c'est quelque chose qui est vraiment en continu. Le SEO, on n'a jamais terminé. En fait, Google évolue en permanence, les sites évoluent en permanence, les devices évoluent en permanence, les utilisateurs, les comportements évoluent en permanence. Et donc, il faut sans cesse être en veille sur les évolutions proposées par les moteurs de recherche et en veille sur l'évolution de son audience et tenir les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, okay. ça va être en lien avec la stratégie de développement de l'audience. Donc, c'est le point que tu as mentionné. On travaille dans la durée à toutes les étapes de la vie d'un… Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais figé. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment important d'avoir ça en tête et qu'une mission SEO, c'est pas on repeint la pièce et c'est fini, on peut passer à autre chose. Il faut être vraiment en veille continue parce qu'il y a aussi beaucoup de projets dans le cycle de vie d'un site qui peuvent être indépendants du SEO, mais qui vont avoir un impact sur le SEO, des projets de publicité, des projets de contenu, des projets d'expérience utilisateur, etc. Et si on ne les filtre pas à l'aune du SEO, on peut arriver rapidement à être avec des contenus qui vont être difficiles à être interprétés par les moteurs et pas pris en compte par les moteurs. Et du coup, on va avoir un trafic issu des moteurs qui va se dégrader. Bon, et le dernier point, c'est en fait, ces missions sont infaisables sans essayer de distribuer de la compétence dans les équipes. Ça ne peut pas être de l'intervention externe et du conseil seulement. Oui, il faut essayer vraiment d'évangéliser l'ensemble des équipes justement à ces points d'attention SEO au quotidien. Il faut former aussi les équipes, même si on a affaire à des experts dans leur domaine, que ce soit des journalistes, des informaticiens, des marketeurs, etc. Il est important qu'ils soient bien formés au point qui les concerne dans la perspective d'une performance SEO, de façon à ce que tout le monde ait ça en tête. Et ce qui est vraiment intéressant, et ce sera peut-être un peu ma conclusion, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Google a besoin de la qualité, a besoin de proposer
aux utilisateurs des contenus de qualité. Et du coup, il y a un côté très vertueux dans le SEO, si on le prend sous cet angle-là, qui pousse en fait tous les développements du site vers quelque chose de toujours plus qualitatif, toujours plus en réponse aux utilisateurs. Et ça remet l'utilisateur au centre, et c'est une perspective du SEO qui est, je trouve, est tout à fait intéressante. Alors, le spécialiste en référencement vertueux, on va pas le quitter tout de suite, mais en tout cas, merci pour l'exposé rapide et tenu. On va quand même au moins peut-être réussir à prendre 2 questions. On est dans l'horaire. Il y a une question, on me demande, concernant le page quality, quels sont les outils d'analyse que tu peux recommander? Ben c'est tellement global le page quality qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Mais les premiers outils vont permettre d'évaluer la qualité de l'affichage. Donc PageSpeed Insight, par exemple, c'est un outil qui est vraiment intéressant, qui est proposé par Google. Vous avez des outils équivalents et complémentaires comme Web Page Test, qui permet aussi de tester de façon unitaire des pages et d'avoir des éléments d'information sur la qualité technique de l'affichage. Des outils aussi, quand on a un site d'une certaine dimension, on ne peut pas faire l'impasse d'avoir un crawler interne qui permet d'aller crawler régulièrement le site pour aller évaluer tout un ensemble de métriques techniques et sémantiques également, de maillage, etc., qui vont permettre d'avoir une évaluation globale du site. Ah, okay. Il y a une autre question. Les rédactions ont des outils pour suivre le trafic en temps réel, savoir combien de personnes, combien d'internautes sont sur le site, sur quelle page ils sont, par quel canal ils sont entrés. Est-ce qu'il existe de la même façon en temps réel des outils ou des indicateurs concernant le référencement? Ou est-ce que le référencement fait toujours un pas en arrière pour avoir une dimension bilan? En temps réel, c'est le suivi du trafic, des indicateurs du trafic issu des moteurs. Donc, avoir une bonne compréhension du trafic issu des moteurs, c'est un indicateur qui va permettre d'avoir une vision en temps réel de la performance SEO. Et la capacité, du coup, à rentrer dans le détail sur les médias, on identifie 3 grands types de trafic, le trafic de recherche, le trafic issu de Google Actualité et le trafic issu de Discover. Avoir une vision en temps réel de ce trafic-là, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais très vite en SEO, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre du recul, parce qu'on est face à un algorithme qui a plusieurs centaines de paramètres. Et du coup, il faut vraiment prendre du recul, prendre de la hauteur. Et là, on va avoir des outils qui vont nous donner des indicateurs sur une période beaucoup plus longue, qui est à J+2, J+7, 1 mois, 2 mois, 6 mois, voire 1 an, pour mesurer les impacts d'une stratégie SEO. On est encore dans les temps, on va en prendre une troisième. On dit Discover est comme source provenant de Google est très déroutant. Ça monte, ça descend et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Quelle est l'opinion d'un spécialiste en SEO sur Discover? Discover, rappelons, c'est un flux qui vient, enfin tu peux l'expliquer, c'est un flux qui vient d'Android. Hein. Voilà, c'est un flux qui est d'actualité, qui est affiché sur les différents espaces d'exposition de Google sur les smartphones. Sur Android, il y a un espace dédié, une sorte de widget qui permet d'afficher des actualités. Mais quand on ouvre Chrome et qu'on est connecté à un compte Google, on a des propositions d'actualité. Quand on ouvre l'application d'actualité de Google, il propose aussi un ensemble d'actualités qui sont personnalisées. Donc ça, c'est la grande nouveauté, c'est que Google, à travers ce Discover, est capable de vous proposer des contenus avant même que vous ne les cherchiez, parce qu'il sait quels sont vos centres d'intérêt, à travers tous les outils Google qu'on peut utiliser. Donc Discover, Google lui-même communique en disant que c'est un outil qui est hasardeux en termes de trafic et qu'on ne peut pas baser une stratégie de trafic sur Discover. Et je pense que Google a augmenté encore l'impact boîte noire de l'algorithme de Discover de façon à le rendre encore plus difficile à manipuler. Mais il est aussi très lié justement aux habitudes de recherche, aux centres d'intérêt des utilisateurs qui évoluent eux-mêmes au cours du temps, de façon saisonnière, en fonction de l'actualité, en fonction de plein d'éléments. Et du coup, les contenus qui vont être servis dans Discover vont également évoluer
de façon tout à fait imprévisible, souvent imprévisible. Et il est possible de mettre en place des stratégies pour maximiser sa présence sur Discover. Par contre, c'est difficile d'avoir une vision très prédictive, en fait, de faire du forecast sur Discover. Mais maximiser, enfin, je prolonge la question, maximiser sa stratégie sur Discover, c'est quoi? Ça se fait comment? Alors, ça se fait dans le choix éditorial, dans la construction des contenus aussi, dans la mesure où ce sont des contenus, Google va donner la préférence sur Discover à des contenus uniques, des contenus qui sont signés, qui sont qualitatifs, qui répondent vraiment à une intention de recherche, paradoxalement, puisqu'ils sont proposés sans recherche, mais qui répondent vraiment à un intérêt très précis de l'utilisateur. Il y a un impact du titrage qui est très fort, il y a un impact de l'image principale qui est très fort, par exemple. Le taux de clic va être un élément qui va être pris en compte dans Discover.